Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, installé exceptionnellement ici à Alpes Expo à l'occasion du salon Mountain Planet. Alpes Décideurs, vous le savez, c'est le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, bien sûr, notre consultant, mon complice, Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Alain, je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bienvenue pour cette émission spéciale. Merci. Impressionnant ce salon. Très impressionnant, beaucoup d'exposants, beaucoup de personnes. Des, le renouveau de la montagne. Des stands absolument exceptionnels. Un grand salon international de l'aménagement de la montagne. Aujourd'hui, Alain, nous évoquons ensemble. Alors naturellement, le bilan de la saison 2021-2022 en montagne, saison de ski. Et puis nous aurons une question de l'internaute autour des lits froids. Que sont les lits froids? Et peut-être parler des lits chauds. Donc. Impeccable, comment lutter contre les lits froids, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Alors, ce salon Mountain Planet est ici installé à Alpes Expo. Ce sont 900 stands sur près de 5 hectares, des constructeurs de remontées mécaniques, des spécialistes du damage, de la neige de culture, aussi des nouvelles activités touristiques qui pourraient apparaître en montagne. Tout un pilier de notre économie dans les Alpes. Ce salon accueille près de 20 000 visiteurs professionnels. Il est une formidable vitrine technologique dans laquelle on trouve également le CEA de Grenoble. Et oui, pourquoi le CEA ici à Mountain Planet? Eh bien, on verra comment le CEA apporte son expertise en matière d'accompagnement et d'innovation aux professionnels de la montagne également. Quelques exemples concrets sur ce plateau. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, s'il y a bien une entreprise iséroise emblématique de notre économie de montagne, c'est bien Poma. Le leader mondial du transport car par câble a construit près de 8000 appareils dans le monde, pas uniquement d'ailleurs en station, également des téléphériques urbains, des équipements touristiques. Chaque jour, ce sont 7 millions de passagers qui profitent de ces installations. Jean Souchal, le président de Poma, sera avec nous. Un quart du territoire français se trouve en zone de montagne et notre pays compte 250 stations de ski sur 6 massifs. Ce secteur d'activité est un pilier de l'économie avec près de 200 000 emplois directs et indirects. Rien qu'en 2021, l'ensemble des opérateurs des domaines skiables français ont investi pas moins de 268 millions d'euros. Pourtant, ce secteur d'activité a subi de plein fouet la crise Covid durant la saison 2020-2021. Comment se porte désormais cette filière un an après? Alain, vous avez sorti votre stéthoscope pour nous présenter l'état de la santé de la montagne. Alors ce qu'on peut déjà dire, sans bouder notre plaisir, c'est que la saison 2021-2022 a été bonne. Ça, il faut le dire parce que c'est partagé, c'est très partagé par tous les acteurs de la montagne. Il faut aussi se souvenir, il y a quelques mois, toutes les inquiétudes que nous avions. Octobre-novembre, est-ce que les stations allaient réouvrir? Et puis quand même le grand stress de début d'année avec d'une part le Omicron qui redémarrait en termes d'épidémie et puis les Anglais, les Britanniques qui ne pouvaient pas venir. Donc au global, n'oublions pas, à l'aune de ces beaux résultats, les soubresauts que nous avons eus. Globalement, l'année 2021-2022, c'est la reproduction des bonnes années antérieures à la crise du Covid. Globalement. Plus 0,5 en termes de fréquentation touristique, si on veut poser quelques chiffres. En termes de fréquentation des domaines skiables, donc des journées skieurs, plus 1%. Et puis on a eu certainement un effet d'envie de rattrapage sur le matériel, puisque les boutiques de ski, les magasins de ski, ont fait plus 18% de chiffre d'affaires, en location pour partie, mais aussi en acquisition de matériel. Donc on a certainement un effet de rattrapage de tous ces éléments. Forcément, quand on accueille des skieurs, on les loge. Et là, bien sûr, également, le bilan est positif, mais positif de façon un peu plus nuancée, puisque globalement, les hôtels et les meublés s'en sortent bien. Certainement
plus d'espace, plus, on va dire, de précaution par rapport au virus. En revanche, les clubs de vacances font une année un peu moins bonne, mais qui reste très satisfaisante. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y avait une évolution de la clientèle. Des néo-skieurs, 20-30 ans, probablement attirés par le fait qu'on a beaucoup parlé de la montagne, paradoxalement, durant cette période, donc une redécouverte. Aussi parce que c'est compliqué d'aller plus loin, c'est compliqué d'aller au soleil. Et la découverte de nouvelles pratiques. Le ski nordique, plus 30% de fréquentation. Également, bien évidemment, tout ce qui est autour de la raquette. Puis une clientèle plus française. Et là, c'est le sujet des Britanniques qui fréquentaient beaucoup certaines stations, qui ont subi coup sur coup et le Brexit et la pandémie. Bon, donc l'économie de montagne semble reprendre des couleurs, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y a quand même quelques nuances à noter? Alors, au-delà de la clientèle britannique qui a vécu ce double choc, il y a 3 domaines de tension dans la montagne. Le premier domaine, c'est le recrutement, l'emploi. Un peu comme dans tous les secteurs d'activité, doter les postes à pourvoir a été quelque chose de compliqué. Bien sûr dans la restauration, dans les magasins, mais aussi dans les remontées mécaniques. Et globalement, certaines activités ont été un peu minorées du fait de ces difficultés à pourvoir les postes. Certains restaurateurs n'ont pas pu ouvrir 7 jours sur 7, y compris pendant les périodes de fréquentation extrêmement fortes. Deuxième élément qui a impacté la montagne, mais plus tardivement et pas sur toute la saison, c'est l'énergie. L'augmentation des coûts d'énergie. Alors, bien sûr, on a aussi l'augmentation des délais d'approvisionnement des matières premières, mais pas encore sensible. C'est plutôt pour l'année 2022-2023. Mais l'énergie a impacté toute la mécanisation de la montagne, les remontées mécaniques, les dameuses. Et puis la troisième dimension, qui est inhérente un peu à tout le territoire français, c'est l'immobilier, à la fois du fait de sa nature excentrée du territoire montagnard, du fait de l'attente de plus d'espace de nos concitoyens, et puis la tension sur le marché immobilier. La montagne et la périphérie de la montagne ont augmenté en prix. Sur les maisons en France, l'augmentation moyenne, c'est 9%. En montagne ou en périphérie, y compris dans les grandes villes comme Chambéry, les augmentations étaient de l'ordre de 13 à 18%. Donc on a ces 3 vecteurs de tension issus de la crise, en quelque sorte. Alors, il y a eu pendant la crise des plans d'urgence, 5 milliards 400 millions d'euros de mesures d'urgence et de relance qui ont été mis sur la table par l'État en 2020. On va maintenant se tourner vers l'avenir pour l'économie de montagne. Quelques mots d'abord des plans de soutien qui sont mis en place et des grands enjeux à venir. Oui, alors le tourisme de montagne dans sa globalité, ski et estival, été, c'est plus ou moins 20 milliards de revenus pour l'ensemble de l'économie de la montagne. La montagne étant bien sûr sur le sillon alpin, mais aussi le massif central, les Pyrénées, les Vosges et le Jura. Si on prend la région Aura, qui concentre malgré tout 80% des stations de ski, plus de 170 stations, c'est 80% de l'économie de la montagne française. Et en région Aura, la montagne emploie 120 000 personnes de façon temporaire, puisqu'il y a le cycle des saisons, mais c'est une grande activité. Et la montagne a aujourd'hui toujours une grande dépendance au ski. C'est-à-dire que si les skis ne fonctionnent pas, l'activité touristique est bien évidemment extrêmement limitée. On l'a vu durant la période Covid. Pour autant, il y a des vrais enjeux de diversification. Je crois que beaucoup de Français et d'étrangers ont redécouvert la montagne suite à cette période difficile. On a tous les enjeux de transition climatique qui sont à la fois dans l'enneigement, à la fois dans l'accessibilité de la montagne, de vrais sujets qui sont en partie pris en compte, mais qui sont encore beaucoup devant nous. Et puis, on a la dimension d'assurer une montagne hiver-été pour équilibrer le modèle économique. Donc, ces enjeux sont pris en compte. Beaucoup reste à ouvrir. Et il faut que la montagne soit encore plus un terrain touristique hiver, parce que c'est un socle incontournable, également été, puisque en fait, c'est une source de diversification des revenus et d'équilibre du système montagnard. Alors pour relever ces défis, il y a des plans qui ont été mis en place. Je pense notamment au plan Avenir Montagne. Oui, alors il y a 2 plans qui ont été mis en place, notamment un plan national, le plan qui est annoncé par le Premier ministre en mai 2021, Jean Castex. Alors je vais lire quelques chiffres. C'est un plan qui vise à un tourisme plus diversifié, plus respectueux de l'environnement. 650 millions d'euros libérés pour ce plan, avec un fonds d'investissement, justement pour assurer cette transition climatique, écologique. On a un peu plus de 300 millions, 331 millions. Le sujet des lits froids, avec un parc immobilier qui vieillit. Donc comment renouvelons-nous ce parc immobilier en le laissant le plus possible accessible ?
Et puis enfin, toute l'accessibilité avec la mobilité durable. Aller en station, les allers-retours, les encombrements l'hiver, pour faire en sorte que la montagne reste verte, même quand elle est blanche. Bon, et puis un plan plus spécifique pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, alors Laurent Wauquiez a annoncé à peu près la même période, en septembre 2021, un plan spécifique pour Aura, 100 millions d'euros, 4 axes, qui se superposent d'ailleurs avec le plan national. Des projets de développement durable et de zones de transition énergétique, une offre touristique été comme hiver, le retour des scolaires, des jeunes à la montagne, qui est un élément important pour renouveler la clientèle de la montagne, et puis la pérennisation de l'enneigement pour les stations de moyenne et de haute montagne. Globalement, si on veut tirer une perspective sur la montagne, très résumé, la montagne a besoin du ski. Des investissements importants sont en cours pour la laisser attractive, y compris en termes d'enneigement et d'accessibilité. Pour autant, il faut qu'elle se diversifie avec un alignement de ses acteurs, hiver bien sûr, été, et être encore plus un pôle d'attractivité pour notre région. Le traditionnel slogan, hein, le tout ski c'est fini, mais sans le ski tout est fini. Hein, c'est toujours le même slogan. C'est évidemment ces grands enjeux, on y reviendra largement. Ils sont d'ailleurs largement présents ici au salon Mountain Planet. C'est une immense vitrine de l'innovation, je le disais, et de ces défis que doit relever le monde de la montagne en matière de développement éco-responsable, de diversification touristique, vous en avez parlé, et aussi de digitalisation. S'il y a un partenaire incontournable à Grenoble en matière d'innovation, c'est bien le CEA. On évoque ici dans cette émission souvent des startups, des entreprises qui sont incubées, accompagnées au sein des structures du CEA. C'est le cas de Soitec et de ST Microelectronics pour les plus célèbres, qui sont maintenant des géants mondiaux. Le commissariat à l'énergie atomique, né en 1956, s'est mué en commissariat aux énergies alternatives. Et on le trouve ici sur un très beau stand d'ailleurs, au salon Mountain Planet. On pourrait d'ailleurs être étonné de trouver le CEA aux côtés des professionnels de la montagne. Céline Soubera, vous êtes chef de projet innovation au CEA. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Pourquoi le CEA ici à Mountain Planet? Alors le CEA, pourquoi à Mountain Planet? Déjà parce qu'on est présent à Grenoble. Effectivement, le CEA, c'est 20 000 personnes, 20 000 chercheurs en France et 4 500 chercheurs à Grenoble. De façon assez historique. Et en fait, on est dans le premier centre de recherche le plus innovant en France. Et on a la recherche technologique, une des directions du CEA donc, qui est sur Grenoble et qui travaille de façon historique avec les entreprises. Donc vous avez cité ST et Soitec, qui sont effectivement des partenaires historiques, plutôt très technologiques. Mais depuis des années, en fait, le CEA coopère de plus en plus avec des entreprises de filières très très variées. Et notamment la filière sport et montagne, n'est pas la seule, mais fait partie des filières dans lesquelles on transfère nos technologies développées ici sur Grenoble. On parlait également de défis éco-environnementaux. Vous travaillez aussi beaucoup sur les nouvelles énergies, les énergies propres. On pense à l'hydrogène, évidemment. Voilà, donc les nouvelles énergies renouvelables, l'hydrogène, batterie lithium pour le transport, mais également l'énergie solaire. À Chambéry, on est également présenté à Chambéry pour la partie solaire. Effectivement, et tout ce qui est pour le numérique. Donc le numérique aussi contribue à la transition numérique, mais aussi pour l'énergie. Et également la transition pour la santé. On travaille aussi sur le secteur de la santé à Grenoble. J'ai vu, en parlant d'hydrogène tout à l'heure, une dameuse à hydrogène qui est testée d'ailleurs en ce moment. Donc cette énergie hydrogène, elle n'est plus que théorique. On a sur le stand du CEA un drone qu'on appelle Rapace, qui est à pile à hydrogène. Donc on a développé un premier proto de drone également à hydrogène qu'on présente ici sur le stand du CEA. On parle beaucoup de cette énergie hydrogène qui devient enfin concrète. Alors il y a également beaucoup de recherches au CEA en matière de microélectronique, de nanotechnologie. Pour quel type d'application? Alors, donc, ce qu'on montre aussi sur le stand en termes, donc c'est vrai que le CEA, le LETI, c'est le laboratoire d'électronique, technologie de l'information du CEA qui est présent à Grenoble.
Le savoir-faire, c'est la miniaturisation des technologies, notamment de la microélectronique. Et là, on présente notamment une des coopérations, c'est une start-up. La façon dont on transfère nos technologies au CEA, c'est soit on crée une start-up, soit on transfère directement à une entreprise, PME ou grand groupe. Et donc là, c'est MicroLED, une des start-up du CEA, qui présente ici ses lunettes connectées. Donc c'est un microprojecteur au niveau de la lunette qui permet d'avoir une projection tête haute et permet de ramener les données de la montre sur la vitesse, si on est à vélo, si on est en ski, sa vitesse, le cœur, les données qu'on choisit en fait et qui sont remontées sur les lunettes, qui sont transparentes. Et c'est une projection tête haute sur les lunettes. Donc une belle innovation et une belle entreprise MicroLED qui est présente sur le stand du CEA. On a présenté d'ailleurs ici dans Alpes Décideurs, MicroLED. Ce qui est important à préciser, c'est que véritablement là, on est sur de la recherche qui doit trouver très rapidement des applications et des développements pour l'économie. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est très très volontariste dans ce domaine. Elle nous soutient fortement dans ce transfert de nos technologies auprès des acteurs économiques de la région et notamment les PME. Et on montre d'ailleurs des exemples aussi dans le stand du CEA. On a des prises connectées. On va travailler avec une entreprise, c'est une PME historique du Rhône dans laquelle on a aidé à développer leur prise connectée qui permet donc de prises d'alpinisme, mesurer. Prise d'escalade. Prise d'escalade qui permet de mesurer la progression du grimpeur sur la piste d'escalade. On travaille aussi avec Samaya. Samaya fait des tentes ultra légères. C'est une entreprise qui a 3 ans. On les aide à développer la partie confort thermique pour le grand froid. Donc là, c'est une tente hyper légère pour l'application grand froid alpinisme. Alors c'est une start-up d'Annecy. Alors ils présentent Haute-Savoie. Haute-Savoie, c'est ça. Ils présentent leur toile de tente, leur tente, oui, comme des palaces 5 étoiles en pleine montagne. C'est ça, oui, parce que vous voyez, ils sont extrêmement légers, donc faciles à monter et surtout extrêmement confortables. On les aide. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre au niveau du CEA, c'est qu'on a des compétences en microélectronique, mais aussi en matériaux et en énergie. Et là, c'est vraiment notre compétence matériaux qui est mise à profit. Et donc Samaya bénéficie finalement d'une équipe de recherche de pointe dans les matériaux pour les aider à développer leurs solutions. Donc vraiment la région, grâce au programme qui s'appelle EasyPoc, qui marche depuis 2 ans. Donc 2 ans, je précise, c'était le Covid. Donc nous, on a fait plus de 40 projets avec le CEA, avec des PME. Et donc les PME innovent sur notre territoire, préparent l'avenir, malgré effectivement une crise de Covid qui les a touchés. Mais il y a eu un dynamisme important, en tout cas, il faut le souligner, des PME du territoire pour l'innovation. Toutes ces recherches, toutes ces innovations, elles donnent lieu évidemment à des protections, à des dépôts de brevets. Oui, tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on transfère aussi nos technologies. Donc on va venir déposer les brevets, la propriété intellectuelle, on va défendre cette propriété intellectuelle et la céder par application aux industriels. Donc on arrive à diffuser de façon très très large nos technos pour par exemple la tente, mais aussi pour des prises, pour d'autres applications. Donc on peut diffuser de façon large nos technologies grâce à ces dépôts de brevets, effectivement. Alors d'autres exemples concrets présents ici d'ailleurs sur votre stand, Rescue Drone. Alors c'est un drone qu'on a ici sur le plateau que vous nous avez emmené. Norbert Daniel, vous êtes chef de projet pour Rescue Drone. C'est là aussi une technologie qui est développée par le CEA, précisément d'ailleurs par le LETI, ce laboratoire spécialisé dans les technologies de l'information. Oui, tout à fait. Donc c'est un concept, c'est une solution qu'on travaille avec Squadron System, présent également là, sur notre stand. Et donc, avant toute chose, il faut préciser que quand on fait de la recherche de victimes d'avalanche, le meilleur triptyque, c'est le DVA, l'appel et la sonde. Ça, il n'y a pas d'histoire là-dessus. C'est vraiment la solution idéale, la meilleure en tout cas à ce jour. Mais l'idée ici, c'était de dire, malgré tout, il y a quand même beaucoup de skieurs, et notamment des skieurs en station, qui ne sont pas équipés de ce matériel. Et il n'empêche que l'on souhaite intervenir le plus rapidement possible. Donc l'idée de départ, c'est de dire, qu'est-ce qu'on a quand on fait du ski? Globalement, on a un smartphone. Donc on s'est dit, à partir d'un smartphone, qu'est-ce qu'on peut faire? Et avec l'aide d'un drone, parce qu'un drone, ça se déplace rapidement sur une coulée d'avalanche. Et donc on est parti dans un premier temps sur détecter une fonctionnalité Bluetooth. Donc ça veut dire qu'il faut avoir son Bluetooth activé. Et donc là, ce qu'on a travaillé, la partie drone est faite par Squadron, et nous, on a une brique technologique qui est plutôt autour d'une antenne. Donc en fait, c'est un réseau d'antennes, c'est plusieurs antennes qui permettent de faire de la radiolocalisation
Alors on connaît les GPS pour faire de la localisation, sauf que là on arrive à tout faire avec cette antenne qui est sous le drone. Donc on arrive à localiser le smartphone à partir de cette antenne. Donc le concept est relativement simple. Le drone parcourt la coulée en quelques minutes. Et dès qu'il a un signal Bluetooth, il va aller le signaler à un pisteur secouriste en l'occurrence. Donc c'est un complément, c'est vraiment un outil complémentaire qui devrait permettre d'aller très vite sur la position d'une victime équipée d'un simple smartphone. Oui, Voilà. on le répète, ça ne remplace pas le détecteur de victimes d'avalanche, hein, on est bien d'accord. Là, l'antenne est directement embarquée sur le drone, hein, c'est ça? C'est ça, donc là on la voit, en fait c'est un réseau d'antennes, donc c'est ce qu'on appelle des antennes intelligentes entre guillemets, puisqu'il y a plusieurs antennes, il y a une électronique qui vient piloter ces antennes de façon à calculer justement l'angle d'arrivée, donc l'angle de l'onde qui vient du téléphone et de façon à pouvoir la localiser assez finement et donc ça nous permet d'aller vite sur la victime. C'est un appareil qu'on pourrait trouver sur le marché prochainement? Alors là, on est dans une phase expérimentale, donc une preuve de concept. On a fait des premiers essais ici qui étaient sur des essais en vallée, donc sur terrain non enneigé. On va, j'espère, donc d'ici la fin de la saison, pouvoir aller sur la neige. Et ensuite, c'est quelque chose, il faut compter, je pense, une bonne année pour une phase d'industrialisation. Donc ça en va 2024, quoi. Voilà, c'est un peu ça les perspectives. Depuis le début de cette idée, il a fallu combien de temps en recherche et développement sur une application comme celle-ci? Alors, nous, on a travaillé déjà en interne CEA sur une période de 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans. Et puis derrière, on a, voilà, Céline en parlait tout à l'heure, on a fait ce qu'on appelle un projet EasyPOC, donc financé par la région, qui nous a permis de maturer plus cette technologie et de faire intervenir donc un droniste, en l'occurrence Squadrone, pour maturer et aller vers une preuve de concept vraiment terrain. Alors on va voir une autre application avec un drone. Julien Lorenz, vous travaillez pour Géolith, donc une PME qui est déjà bien implantée sur la région, sur le Grésivaudan, et qui s'est lancée du coup dans RockDraw. C'est ce drone capable de passer au scanner des parois rocheuses, des montagnes, pour éventuellement détecter des risques d'éboulement notamment. Alors tout à fait, nous donc, on est une société d'ingénieurs conseils dans le domaine des risques naturels et on est une société innovante et donc on a à cœur de faire des projets R&D en collaboration avec différents partenaires et notamment on a il y a 5 ans lancé le FUI RockDraw en partenariat notamment avec le CEA dans l'objectif de développer un drone montagne qui supporte une antenne radar pour aller au-delà de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement on a la donnée 3D topo du terrain. Et avec l'antenne radar, c'est d'aller voir à l'intérieur du terrain, ausculter le terrain, pour pouvoir avoir des informations sur des fissures éventuelles, pour pouvoir définir le niveau de risque de chute de bloc notamment. Alors, je ne l'ai pas dit, effectivement, l'entreprise c'est Géolith, c'est ce bureau d'ingénieurs conseil en géologie, en géophysique et en géotechnique. Expliquez-nous le principe et quel est le degré de précision du coup de ce fameux scanner. Alors, le principe, dans nos métiers, on a plusieurs méthodes pour investiguer le sous-sol, notamment des méthodes de géophysique, de radar au sol. Là, le côté complexe, c'est d'aller en paroi verticale. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir une antenne qui puisse pénétrer sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur et détecter des fissures de l'ordre du centimètre. Ce qui nous permet de pouvoir, après, analyser la géologie du secteur et de définir un risque rocheux. Donc, avantage, accéder à des sites qui sont évidemment très verticaux et très difficiles d'accès pour un agent, un technicien. Et deuxièmement, le niveau de précision du coup des photographies qu'on prend des structures, c'est ça? En fait, les innovations, effectivement, c'est de pouvoir passer du cordiste avec des grandes difficultés pour pouvoir plaquer l'antenne à une antenne portée par un drone donc qui puisse suivre la paroi. Donc il y a toute une innovation pour pouvoir suivre au plus proche de la paroi sans forcément la toucher. Et la deuxième, donc, c'est de pouvoir, avec cette contrainte, de pouvoir quand même pénétrer dans le terrain. Et ça, c'est tout le partenariat qu'on a avec le CEA qui, lui, développe la partie antennaire, donc optimisation de l'antenne pour pouvoir être supporté par un drone, parce qu'effectivement, il faut avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir voler suffisamment longtemps pour aller reconnaître la falaise.
et en même temps avoir des caractéristiques d'une antenne qui pourrait être beaucoup plus conséquente et qui puisse aller investiguer le rocher. C'est passionnant. Alors je lisais que Rockdraw du coup était équipé de micro et de nanotechnologie. Alors là on est précisément dans les technologies du CEA. Ça a été quoi la partie recherche sur une application comme celle-ci? Alors, sur la partie Rockdraw, on est à nouveau, j'allais dire, sur un aspect antennaire. Donc là, le challenge, c'était effectivement, puisque ce sont des radars qui sont utilisés, donc des radars, des géoradars ou radars de sol, qui utilisent des fréquences relativement basses et ça donne des antennes qui sont relativement encombrantes. Donc nous, ce que l'on a fait jouer, c'est surtout nos compétences en termes de miniaturisation et donc l'ensemble des outils qu'on peut avoir au sein du CEA, au niveau de l'infrastructure qu'on peut avoir, qui nous permet à la fois de faire des simulations très fines et également des mesures avec énormément d'instrumentation. Voilà des applications concrètes sur la présence du CEA auprès des professionnels de la montagne, même si c'est ici on est sur des technologies qui sont toutes naissantes. Le drone dans ces milieux-là, on voit bien qu'on est sur des technologies vraiment balbutiante, on est au tout début de l'aventure. Plein d'usages également, en dehors de ce que vous avez cité. Il y a beaucoup d'usages maintenant de plus en plus sur les drones, sur le transport, sur plein d'usages. Et c'est vrai que de plus en plus de technologies, enfin le drone intègre de plus en plus de nouvelles technologies. Tout à fait. Bon, Céline, merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous. Sur le stand du CEA, on voit également un partenariat avec la brigade d'infanterie de montagne. Tout ça, c'est ça. Voilà, on travaille, Norbert aussi travaille avec des projets. Effectivement, ils sont assez exigeants, les militaires, sur l'interface homme-machine, notamment. Oui, et puis sur le grand froid, en fait. Donc, comment... gérer leur stress, on va dire, en montagne. On travaille sur ce genre de type de sujet, par exemple. Et voilà, donc il y a plein d'innovations à voir, plein d'exemples à voir sur le stand du CEA, donc n'hésitez pas. Et le CEA aussi, sachez qu'à Grenoble, je voulais quand même le dire, on a un showroom. Donc le CEA est ouvert, les entreprises peuvent venir, prendre rendez-vous s'ils le souhaitent avec moi pour visiter ce showroom et voir les technologies auxquelles ils peuvent avoir accès. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous et merci de votre présence ici à Mountain Planet. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de questionner notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, Alain, c'est Jacqueline qui veut avoir des précisions sur ces lits froids en station et qui nous demande ce que c'est, comment lutter contre ces lits froids. Alors, les lits froids, c'est avant tout un terme qui est utilisé en montagne. Ça signifie des logements qui ne sont pas occupés ou qui sont peu occupés. On parle de lits froids quand un logement est occupé moins de 4 semaines, ou un appartement moins de 4 semaines par an. Le problème d'un lit froid, c'est qu'il ne crée pas de flux de skieurs, pas de journées skieurs, et qu'étant peu occupé, il devient plus vétuste et plus difficile à la location, voire à la revente. À l'inverse, il y a les lits chauds, plus de 3 mois d'occupation, souvent occupés par soit des particuliers qui fréquentent beaucoup, qui prêtent à leur famille, soit des résidences de tourisme, des hôtels. On a en montagne cette opposition lit froid et lit chaud qui est permanente. Parce que d'un côté, il y a le vieillissement du patrimoine qui ne répond plus tout à fait aux attentes du tourisme actuel, des vacanciers actuels. Et puis de l'autre côté, il y a l'aspiration à la propriété individuelle que l'on peut avoir d'un appartement, d'un chalet. Et donc, il y a cet équilibre instable. Et le sujet, c'est d'arriver malgré tout, malgré les contraintes foncières, malgré le vieillissement des locaux, des logements, des immeubles, à transformer, à investir, à maintenir des hôtels et des résidences de tourisme pour qu'il y ait cet apport tout simplement de skieurs qui fassent des journées ski, qui fassent de la consommation, qui fassent de la restauration et qui fassent vivre les stations. Donc c'est un gros enjeu pour la montagne. Les lits froids qui créent peu d'économie locale. Peu d'économie et les chauds en créent beaucoup. Merci Alain. Si vous aussi vous voulez interroger Alain Denisot, n'hésitez pas, écrivez-lui alpesdecideurs@telegrenoble.net. Près de 900 marques exposent ici au salon Mountain Planet à Alpexpo leurs produits, leurs innovations. Pour 3 jours, Grenoble est la capitale mondiale de l'aménagement de la montagne. Et parmi les ambassadeurs les plus emblématiques de ce secteur d'activité figure bien sûr l'Isérois Poma. Depuis l'invention du premier téléski à l'Alpe d'Huez par Jean Pomagalski en 1936, l'entreprise s'est placée au sommet avec près de 8000 appareils aux 4 coins du monde.
en station bien sûr, mais aussi pour les déplacements urbains ou les équipements touristiques. Poma est le leader mondial du transport par câble et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Souchal. Bonjour Jean. Bonjour à vous tous, merci. Merci d'être avec nous, président de Poma. C'est évidemment tout naturel de vous trouver ici, sur un stand magnifique. Même si, on le précise, la montagne n'est pas toute l'activité de Poma. Elle est dans l'ADN initial. Le ski, c'est notre histoire. Enfin, on a démarré, vous vous rappelez, 1924, les Jeux de Chamonix. C'est vraiment le ski et tout Poma s'est créé autour du ski, tout autour du monde. Voilà. Les années 90, on a vraiment eu des opérations qui étaient plus touristiques. On peut se souvenir Costa Rica, la canopée, etc., la muraille de Chine. Et le transport urbain qui a une vraie renaissance à la fin des années 90. Et voilà. Et donc depuis une vingtaine d'années, aussi une activité urbaine. Aujourd'hui, on est pratiquement un tiers. Voilà, sur les trois grandes activités, la montagne, l'urbain, le tourisme. Exactement. Alors la montagne, c'est donc, vous le disiez, 30% de l'activité, une diversification qui s'est donc accélérée dans les années 90. Tout récemment, Pékin, c'était Poma qui... Alors à Pékin, on a effectivement fait un certain nombre de choses, on n'était pas tout seul. Bon, ils ont été un peu particuliers ces jeux, puisque effectivement ça a pris un peu de temps avec la crise Covid. Mais effectivement, on avait eu la chance de faire plusieurs appareils sur différents sites des JO. La Chine, qui est un marché, j'allais dire, quasiment historique, en tout cas depuis plusieurs décennies, et un marché important pour Poma. Vous n'allez pas croire, mais je dois être le deuxième Poma à être allé en Chine. C'était en 85, donc ça fait bientôt 40 ans, on va dire ça comme ça, pour le faire simplement. J'ai eu la chance d'y aller pratiquement une fois par an depuis ces époques-là. Quelle évolution au niveau de la Chine. Et c'est vrai que c'est un gros marché qui est en train d'avancer. Alors avec le ski, je crois que les JO, ce n'était pas un hasard. Mais aussi sur le tourisme et notamment sur tous ces lieux emblématiques touristiques que concerne la Chine. L'activité tourisme pour Poma, c'est à peu près 20 à 30% du chiffre d'affaires également. C'est ce que vous disiez, avec par exemple cette fameuse... cette remontée, ce transport par câble sur la muraille de Chine. Alors ça, c'était Badaling, effectivement. Il y a 35 ans, elle a été remplacée depuis. Mais il y a d'autres choses, en particulier dans le Sichuan, qui sont tous les contreforts de l'Himalaya, où on a des choses incroyables, avec des lieux et aussi l'accès à tous ces temples, finalement, qui sont des choses extraordinaires. Donc vraiment, des très très beaux coins à visiter, oui. D'autres exemples de transport par câble sur le tourisme récemment, je crois, dans le zoo de Beauval en France? Oui, alors il y a une activité qui tourne autour effectivement des zoos. Il y a d'abord Shimlong en Chine et puis Beauval. Voilà, donc ça c'est sur la France où on a fait cette superbe appareil qui permet de survoler au-dessus des animaux. Voilà, des choses qu'on n'a jamais vues. Et puis c'était aussi une ouverture sur l'utilisation du câble à des gens qui n'ont pas l'habitude de le voir. Parce qu'évidemment, dans nos montagnes, on voit ce que c'est qu'une télécabine, un télésiège. Et donc, c'est aussi une démystification de ce transport qui est différent et qui donne finalement toute sa dimension dans la mobilité urbaine de demain avec des gens qui n'avaient jamais pris ce genre d'appareil qui se disent « Ah, c'est super ». Alors je disais, près de 8000 installations dans le monde et à chaque fois, c'est des projets très particuliers, très spécifiques. Alors en tourisme, on pourrait parler de la Grande Roue de Londres également, ça aussi c'est Poma. Oui, alors la Roue de Londres, c'était pour effectivement le passage à l'an 2000. Je crois que c'est dans l'ADN de Poma qui est toujours cette créativité, c'est aller plus loin, c'est à chaque fois bouger les murs et voilà, rentrer dans les grandes roues. C'était quelque chose d'exceptionnel. On en a fait un certain nombre, notamment Las Vegas, qui était aussi un gros morceau, Dubaï, là, en ce moment, 220 mètres de diamètre. Enfin, c'est des choses hors du commun. Où on a été à la fois poussé, à la fois tiré par cette créativité, cette envie de se surpasser, et qui donne du sens aussi, au-delà de la technique, à ce qui est le plaisir de partager des bons moments avec des voyages inoubliables. À chaque fois, c'est des aventures nouvelles. Évidemment, tout ça, c'est des projets très spécifiques. Sans la recherche et le développement, sans l'innovation, Poma n'aurait pas traversé la décennie. Je pense que l'innovation, si on n'a pas d'innovation, 1 an, 2 ans et on disparaît. C'est ça l'histoire. Donc l'innovation, c'est de la créativité, mais de la créativité qui est bien gérée, bien digérée et qui marche. Voilà, donc il faut déjà être créatif. Donc il faut donner vraiment de la place à beaucoup de gens de manière à pouvoir ouvrir les champs du possible. Et puis après, il faut les industrialiser, il faut les mettre en œuvre, il faut les vendre, il faut que ça soit rentable. Et ça, c'est ça l'innovation. Donc c'est des vrais challenges. C'est ce qui fait que
on est capable de se projeter à 5 ans, 10 ans et de donner du sens, en tout cas, à toute une entreprise. Alors quelques mots sur cette entreprise Poma quand même qu'on va présenter. Hein. C'est quoi? C'est 1500 employés, près de 900 chez nous ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous y tenez d'ailleurs. Hein. C'est une entreprise locale qui doit être locale et qui doit faire travailler les gens du pays. Voilà, ça c'est dans les valeurs. Je crois que et plus que jamais on les a renforcées. On est effectivement isérois, rhône-alpin, français, européen et acteur mondial. Et dans tous nos choix, c'est pas toujours simple d'ailleurs, hein, sur le plan économique. En tout cas, on a toujours voulu, dans nos valeurs, qu'on soit capable de créer de la valeur dans nos territoires. Je pense que ça fait partie du respect qu'on a par rapport à de là où on vient et de ce qui est la création de valeur. Voilà, donc c'est vrai, quand on a fait nos très gros investissements du côté d'Albertville il y a 4-5 ans maintenant, c'était un choix, on aurait pu faire autrement, mais c'est un vrai choix. Qui est celui de créer de la valeur, parce qu'il y a les stations évidemment qui créent de l'économie de montagne en haut, mais il y a aussi toutes les vallées qui sont aussi très dépendantes de ces choses-là. Et quoi de mieux que de pouvoir vivre avec ses enfants durablement dans les territoires où on est né. Je crois que ça fait partie de nos valeurs. Et c'est important de le dire parce qu'ici au Salon Mountain Planet, on voit bien qu'il y a les stations hein, avec l'activité touristique et puis il y a toute l'économie qui gravite autour. Évidemment, Poma fait partie de ces entreprises, mais il y en a des centaines, on les voit bien ici. Ce souci d'être local français, rhône-alpin, c'est d'autant plus important parce que 80% de l'activité de Poma finalement se fait à l'étranger, mais quasiment toute la fabrication est française. Alors exactement, ouais. En particulier quand on regarde les cabines sont toutes faites dans le Nord Isère pour le monde entier et pas que pour Poma d'ailleurs, y compris pour Leitner. Donc voilà, je crois que notre objectif avait vraiment été de créer de cette valeur ici. Ça fait partie de la reconnaissance aussi de notre pays qui a quand même été très attentif à la crise qu'on vient de passer. Et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés parce que ça n'a pas été partout pareil. Donc voilà, je crois que c'est à la fois un juste retour des choses, mais comme on est sur du long terme, les relations, c'est forcément quand elles sont solides, hein, en tout cas qu'elles tiennent. Et ça fait partie de notre ADN, c'est vrai. Alors, 2-3 chiffres encore sur Poma, hein, à peu près 90 pays dans le monde hein, qui sont équipés de transport par câble Poma ou d'installations Poma, 8000 installations, je le disais, qui permettent de faire voyager chaque jour 6,5 millions à 7 millions de passagers, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que c'est même 8 millions maintenant, mais voilà, les chiffres datent peut-être un peu, mais c'est incroyable. Quand on regarde ça, c'est quand même... Chaque jour. On voit bien là le transport par câble, urbain, touristique, de montagne, et le poids que ça peut prendre. C'est pour ça que quand je me recule un peu sur notre histoire, enfin la mienne en tout cas, 40 ans chez Poma, aujourd'hui, imaginer transporter 8 millions de personnes par jour, je pense que c'était même pas imaginable. Ça montre bien aujourd'hui la force en tout cas de notre technologie, puis ça montre aussi ce qui est le monde de demain, puisque la mobilité c'est quand même fondamental dans le monde de demain. La décarbonation, on a beaucoup d'atouts et je pense que voilà, on devient maintenant très clairement dans la tête des gens, pas une alternative, mais en tout cas un complément au maillage, à l'intermodalité du transport public, et ça c'est superbe. Alors précisément, on parlait tout à l'heure du défi de la montagne, hein, ce défi environnemental, atteindre l'objectif zéro carbone à l'horizon 2037, avec ces stations qui veulent arriver au zéro voiture en station. On voit apparaître, on va se multiplier ces dernières années, ces fameux ascenseurs valléens qui permettent de faire monter les touristes de la vallée jusqu'en station. Vous avez notamment travaillé, vous, sur l'ascenseur de Bourg-Saint-Maurice ? Alors voilà, Bourg-Saint-Maurice qui est un funiculaire hein, qu'on a remis effectivement en état il y a 2 ans, pendant la crise d'ailleurs, ou juste avant la crise. Voilà, je crois que c'est un mode de fonctionnement qui a vraiment son sens. Comment est-ce qu'on récupère les gens en fond de vallée pour les monter? Alors on pense aux skieurs évidemment, mais on peut penser encore plus à tous ceux qui font vivre les stations et qui habitent en bas. Je pense à des projets, par exemple, comme Bozelle-Courchevel, où il y a un vrai sujet de tous les matins et tous les soirs de descendre. Voilà, et avec ce côté décarboné qui est effectivement important, puisqu'on a cette chance de marcher à l'électricité. Alors bon, l'électricité en France, elle est plutôt verte, on va dire, hein, dans le sens où on l'entend. Il faut qu'on continue en tout cas à travailler partout pour que cette utilisation de l'énergie soit la mieux possible. Et puis y compris sur les modes de fonctionnement, l'innovation est autour de ça. Et je crois que là, on montre on Mountain Planet d'ailleurs toutes nos innovations avec le Low Impact for Environment, hein, la nouvelle gare
en particulier environnementale, qu'on a développée en collaboration avec nos clients, parce qu'on est tous concernés pour le même sujet, qui est celui finalement de s'engager vers vraiment un mode de transport plus vertueux et avec, y compris de la régénération dans peu de temps. Il faut qu'on continue à le travailler. On voit des images là, pendant que vous parlez du stand Poma ici au salon Mountain Planet. Et on évoque du coup ces transports plus vertueux, et on en vient au transport urbain. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il faut faire des métros, est-ce qu'il faut faire des tramways? Beaucoup de pays ne se posent plus la question depuis très longtemps et ont développé le transport par câble. Vous avez construit des transports par câble à New York, à Rio de Janeiro, à Medellín, récemment à Saint-Denis de la Réunion. Voilà, alors le dernier qui a été mis en route, effectivement, il est à Saint-Denis de la Réunion, donc qui est une île, comme vous le savez, qui est quand même très montagneuse, donc avec 5 tronçons de transport urbain dans la ville de Saint-Denis. Il y a Toulouse qui va se mettre en route tout à fait prochainement. Téléo à Toulouse, ouais. Téléo, absolument. Donc oui, dès qu'il s'agit de passer au-dessus des rivières, de monter, de traverser des autoroutes, et c'est le projet de Grenoble aussi, quelque part qui va arriver, on a du sens parce qu'on est dans la 3e dimension. On est en fait dans le côté qui est le côté aérien des choses. Aller sous la terre, ça coûte une fortune. À Grenoble, c'est même compliqué parce qu'il y a de l'eau dès qu'on creuse au bout de 10, 15, 20 cm. Et puis, voilà. Et puis sur la surface, on est quand même coincé. Donc on a vraiment cette chance d'être dans un site propre qui est la 3e dimension. Et il y a un gros avenir en complément des autres systèmes, j'insiste bien. Jean Souchal, on voit les images de Téléo là, à Toulouse. C'est la nouvelle installation qui est en cours de finalisation à Toulouse, qui devrait être ouverte au public dans quelques semaines. Effectivement, on voit un transport urbain qui permet de franchir des obstacles, qui permet de limiter l'utilisation de foncier, parce que être éco-responsable, c'est aussi limiter l'empreinte visuelle, mais aussi la nécessité de trouver du foncier. Commentez-nous ces images qui sont impressionnantes. Il n'y a que quelques piliers finalement là. Ouais, il y a 5 pylônes, il y a donc 3 gares. Le Téléo, c'est la liaison entre le métro depuis l'université Paul Sabatier, et là on est à l'hôpital qu'on est en train de voir. C'est quoi, c'est 3 km de long, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec donc une continuité qui part, on est dans l'autre sens par rapport aux images, mais qui va sur l'ancien site d'AZF, Oncopole, en traversant la Garonne. Et voilà, donc effectivement, ça donne tout son sens parce qu'on est vraiment relié, maillé au système de transport urbain de la ville de Toulouse. C'est une très belle réalisation. 5 pylônes seulement pour 3 km. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Alors, il y a aussi un projet à Bordeaux. Vous évoquiez le projet métro-câble chez nous, ici, dans l'agglomération grenobloise, entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux. Ça permet évidemment parce que les cadences sont importantes. Il y a la vitesse de transport et puis il y a la capacité de transporter beaucoup de monde. Oui. Alors effectivement, il y a des tas de projets qui sont différents. On pourrait aussi citer celui de Nice, par exemple, en ce moment. L'avantage qu'on a dans le transport à câble, c'est qu'il y a des tas de technologies tout à fait différentes. Et on peut faire, comme on a fait à Manhattan, des téléphériques va-et-vient. On peut faire, effectivement, à Toulouse, on l'a vu, des grosses cabines. On est vraiment dans des transports relativement lourds. On connaît, à Grenoble, ça sera plutôt des multicabines et en plus petit format. Dans les débits, aujourd'hui, notamment à Medellín, on vient de mettre en route une ligne en Colombie où on est à 4500 personnes par heure dans chaque sens. Oui, il n'y a pas de quoi rougir, c'est des transports de masse. Voilà, donc on est capable de s'adapter. C'est ça l'intérêt de ces technologies qui sont tout à fait adaptées à tout type de problématiques. Bon, pour conclure quand même un peu de provocation, on voit que Medellín est en pointe, qu'on a fait des choses à La Réunion. Est-ce que la métropole française n'est pas un petit peu en retard sur ces questions de transport urbain, alors qu'on a ici le leader mondial? Moi j'ai envie de dire pas vraiment. Parce qu'au niveau européen, bon, évidemment, on peut penser à la Suisse en particulier, qui a vraiment une culture de transport public avec le train et avec les téléphériques ascenseurs-valéens. Mais la France, aujourd'hui, on est dans des projets qui sont mis en route, qui sont en train de se faire, et on est effectivement tout à fait en place dans le transport urbain au sens maillage avec le reste des choses. Il y a des tas de projets qui sont en train d'arriver. Donc voilà, c'est notre temps. Il y a eu l'Amérique du Sud qui a vraiment devancé. On a fait des choses effectivement aussi aux États-Unis, on en a parlé, ou à Taïwan, etc. Et puis alors à Saint-Domingue, demain à Madagascar, etc. Enfin, il se passe des tas de choses. L'Algérie, qui est le premier pays au monde de transport à câble urbain, où on est très actif aussi. On a 11 appareils en exploitation en Algérie. Ouais, donc
en France, on est bien là. Les beaux projets sont devant nous, finalement. C'est ce que je comprends. Un mot de la crise Covid. Du coup, les projets qui vont se relancer permettront d'atténuer les effets de la crise Covid et de revenir à des années plus normales? Alors, la crise Covid, elle nous a un peu surpris, effectivement, parce que c'est une pandémie, comme le nom l'indique, c'est tout autour du monde. Donc, c'est arrivé à quelques semaines près un peu partout. Voilà, je crois qu'au niveau européen, américain, on est un peu sorti de ce qu'étaient les difficultés. Les nouveaux événements, évidemment, sont quand même dramatiques. Et ce qui est en train de se passer nous met dans une inconnue avec la hausse des matières, en particulier les délais, qui est quand même très très forte. Donc, ouais, il faut qu'on tienne. D'où l'intérêt d'avoir une vraie politique à moyen terme, long terme. C'était notre cas. Voilà. Mais on a tout dans les mains pour réussir parce que finalement, on devient incontournable dans la construction de la cité de demain, la Smart City, etc. Et ça, je crois qu'on a cette chance-là, là où d'autres sont peut-être plus mal à l'aise. Quelle pépite formidable, hein, quelle chance d'avoir ça chez nous en Isère. Extraordinaire, presque un siècle bientôt, hein, d'innovation long terme. Moi je trouve que ce que vous avez dit s'inscrit dans le long terme et en même temps être une entreprise innovante de façon permanente. C'est les clés de votre réussite et je pense que c'est la clé de réussite des entreprises qui fonctionnent, des institutions. Et voilà, bravo, quoi, félicitations. Et c'est vrai que, comme le disait Christophe, en France, on n'a pas encore totalement cette culture du transport par câble. Mais quand on voit tous les avantages, toute la capacité à décarboner, notamment les déplacements, je pense qu'on a devant nous quelque chose qui est en train de s'ouvrir, avec des métropoles qui s'y mettent et c'est très positif. Poma, une entreprise en plus qui surfe sur des valeurs vraiment essentielles, hein. J'ose à chaque fois le rappeler à Jean Souchal, mais il y a 40 ans d'entreprise de Poma derrière lui. Vous êtes entré quoi comme dessinateur chez Poma? Oui, c'était en 81, effectivement. Président du directoire aujourd'hui, ça aussi, ça fait partie des valeurs. Miser sur la compétence et les hommes. Tout est une histoire après, effectivement, comment on va dire, d'ambiance, de plaisir, de sens à ce qu'on fait, et puis d'équipe, parce que voilà, je crois que c'est un gros travail d'équipe qui est important et qui permet de gagner. 80% à l'export, hein, c'est ce que vous avez dit, ça veut dire aussi cet intérêt à ce qui est la différence, hein, culturel en tout cas, avec les gens, le respect des gens, etc., de manière à pouvoir avancer. Et ça, je pense que c'est vraiment fantastique, oui, tout à fait. Merci beaucoup Jean Souchal d'avoir été avec nous. Félicitations à toutes vos équipes. Merci Alain Denisot d'avoir été avec nous. Merci Christophe. On va continuer nous à se balader et à déambuler ici dans les allées de ce salon exceptionnel Mountain Planet à Alpexpo. Merci à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous très vite sur Télé Grenoble. Alpes Décideurs que vous pouvez bien sûr voir et revoir sur télégrenoble.net. À très vite. Merci messieurs. Merci à vous. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.